Soyez les bienvenus sur Média TV Afrique. Si vous nous rejoignez, votre édition d'information c'est maintenant. Voici les titres qui dominent l'actualité. Déclaration d'Horst Köhler, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, qui s'est dit encouragé hier à l'issue d'une réunion à huis clos avec les membres du Conseil de sécurité à New York. Sur le chapitre des réactions suite à l'esclavage de migrants africains en Libye, la France a qualifié mercredi de crime contre l'humanité. Elle a en effet demandé une réunion express du Conseil de sécurité des Nations Unies sur ce sujet. Et la 4e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales se poursuit à Abidjan en Côte d'Ivoire. Nos reporters ont fait une excursion dans la forêt en miniature du Sahara. C'est un stand hors du commun que je vous invite à découvrir dans cette édition. Soyez les bienvenus sur Média TV Afrique. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Horst Köhler, s'est dit encouragé à l'issue d'une réunion à huis clos hier avec les membres du Conseil de sécurité à New York. Les détails à présent avec ce récit de Soua Abouta. Le Conseil attend avec impatience son implication, sa vision et son leadership. C'est ce qu'a indiqué le président du Conseil de sécurité pour le mois de novembre, l'ambassadeur d'Italie à l'ONU, Sebastiano Cardi, au sujet de Horst Köhler, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara. Horst Köhler était invité au Conseil de sécurité ce mercredi pour son premier exposé sur la question du Sahara. Les membres du Conseil estiment que la récente tournée de Horst Köhler est de nature à insuffler une nouvelle dynamique nécessaire pour faire avancer le processus politique. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Sebastiano Cardi. Les 15 membres du Conseil ont également exprimé leur soutien aux efforts entrepris par le nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU. Le président du Conseil de sécurité a ajouté que le Conseil devrait attendre les prochaines étapes que Horst Köhler entreprendra pour faire avancer le dossier. Après des consultations tenues à huis clos avec les membres du Conseil qu'il a briefés, notamment sur sa dernière tournée dans la région, Horst Köhler s'est pour sa part dit encouragé. Avant le début de ces consultations, l'ambassadeur de France à l'ONU, François Delattre, avait déclaré à la presse que la récente visite dans la région de Horst Köhler s'inscrivait dans le cadre du nouvel élan pour le règlement de la question du Sahara. Les membres du Conseil ont par ailleurs exprimé leur appréciation des efforts fournis par la représentante spéciale de l'ONU pour le Sahara, la Canadienne Kim Bolduc, durant ses 3 années de service et réitéré leur soutien constant à la MINURSO. La France a qualifié de crime contre l'humanité la vente aux enchères de migrants africains comme esclaves en Libye. Elle a demandé une réunion express du Conseil de sécurité des Nations Unies sur ce sujet. Le président Emmanuel Macron recevait à l'Élysée hier son homologue guinéen, Alpha Condé, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine. Alpha Condé a déclaré que ce qu'il s'est passé en Libye est scandaleux et inacceptable. Emmanuel Macron a lui insisté sur la nécessité d'aller plus loin pour démanteler les réseaux en coopérant avec tous les pays de la région. Je vous propose de l'écouter. C'est un crime contre l'humanité, c'est une des formes de trafic aussi aujourd'hui les plus rentables et qui nourrit les délinquances les plus graves et pour partie des réseaux terroristes. Il est indispensable de prévenir ces situations. Les dénoncer, les condamner sur le plan du droit international est indispensable. Lutter et tout faire pour éradiquer les trafiquants est aujourd'hui notre priorité, mais nous devons essayer de prévenir cette situation puisque la Libye est dans une transition politique. Il n'y a pas aujourd'hui de gouvernement stable. Nous œuvrons l'un et l'autre activement pour que, dans le cadre de la médiation des Nations Unies, il puisse y avoir une solution politique durable. Mais dans l'entretemps, la Libye ne peut pas soutenir une telle pression migratoire. Et le Rwanda, lui, se dit prêt à accueillir 30 000 migrants africains vivant dans des conditions inhumaines en Libye. Selon la chef de la diplomatie rwandaise, Louise Mushikiwabo, son pays discute actuellement pour voir comment il peut aider. Étant donné la philosophie politique du Rwanda et son histoire, il ne peut rester silencieux, a-t-elle déclaré. Ce pays qui en 1994 a été le théâtre d'un génocide qui a fait quelques 800 000 morts, en majorité membres de la communauté Tutsi. L'Irak a lancé aujourd'hui dans le désert occidental l'ultime opération militaire pour éliminer les dernières poches où sont retranchés des terroristes du groupe Daesh dans le pays. Le H al-Shabi a annoncé que la première étape d'une large opération pour libérer une région désertique à cheval sur les provinces de Saladin, Ninive et Al-Anbar jusqu'à la frontière avec la Syrie. Selon le H al-Shabi, l'offensive soutenue par l'armée de l'air irakienne et menée avec l'armée et la police fédérale a été lancée à partir de 3 axes. Le Premier ministre irakien avait indiqué mardi qu'il refusait d'annoncer la défaite de Daesh avant d'avoir nettoyé les poches terroristes qui subsistent dans les zones désertiques du pays.
Le président russe Vladimir Poutine peut désormais compter sur le soutien des présidents turcs et iraniens pour réunir en Russie des représentants du régime syrien et de l'opposition. Il estime que cette coalition est une vraie chance de régler ce conflit, malgré les doutes qui continuent d'entourer cette initiative. Férouz Bentaleb nous en dit plus avec ce récit. Avec ce sommet organisé dans la station balnéaire russe de Sotchi, le maître du Kremlin, principal soutien de Bachar al-Assad, veut préparer l'après-conflit, alors que le régime, soutenu par l'armée russe, a repris une grande partie du territoire syrien aux rebelles et terroristes. Vladimir Poutine a déclaré, en ouverture de ce sommet qui se tient à quelques jours de nouveau pour parler à Genève, qu'une vraie chance de mettre fin à cette guerre civile, datant de plusieurs années, est enfin apparue. Grâce aux efforts de la Russie, de l'Iran et de la Turquie, nous avons pu éviter un éclatement de la Syrie, empêcher qu'elle se retrouve entre les mains des terroristes internationaux, tout en évitant une véritable catastrophe humaine. Une vraie chance est apparue pour mettre un terme à cette guerre qui a duré des années. Le président iranien Hassan Rouhani a quant à lui salué le rôle que son pays a joué aux côtés de la Russie et de la Turquie en déracinant Daesh de la région. Nos interactions dans ce sommet démontrent comment nos trois pays, à travers l'amitié et la collaboration, ont réussi à éradiquer les racines de la corruption et de la terreur, ainsi que l'ombre de Daesh et ses racines du sol syrien, et à offrir une belle perspective pour ce pays. La Russie et l'Iran, alliés du régime de Damas, et la Turquie, soutien des rebelles syriens, sont les parrains du processus d'Astana, la capitale kazakh, qui a permis la mise en place de 4 zones de désescalade sur le territoire syrien. Ces mesures ont permis d'abaisser la tension sur le terrain et de réunir autour d'une table des représentants du régime et de l'opposition pour parler de questions militaires, alors que les pourparlers politiques de Genève étaient au point mort. Moscou veut désormais trouver un relais politique à ce processus. Le lancement de la campagne de frappe aérienne russe en septembre 2015 a déjà constitué un tournant de cette guerre, ayant fait au moins 330 000 morts et des millions de réfugiés en 6 ans. Il a permis à l'armée syrienne de ravir à Daesh la cité antique de Palmyre et de chasser les rebelles de leur bastion d'Alep dans le nord. Les forces du régime ont chassé dimanche soir les terroristes de Boukamel, leur dernier fief urbain en Syrie. Et à l'occasion de ce mini-sommet à Sotchi avec ses homologues turcs et iraniens, Vladimir Poutine a par ailleurs annoncé que Recep Tayyip Erdogan et Hassan Rouhani soutenaient son initiative d'un congrès du dialogue national syrien, rencontre qui vise à réunir régime et opposition. De son côté, le régime syrien s'est lui déclaré favorable à cette rencontre. L'objectif de ce sommet était de mettre sur pied une délégation unifiée pour représenter l'opposition aux négociations qui doivent s'ouvrir le 28 novembre à Genève sous l'égide des Nations Unies. Le ministère des Affaires étrangères a affirmé hier que la Syrie soutient toute action politique qui contribue à mettre un terme à l'effusion du sang syrien. Fin de citation. Au Sénégal, maintenant, le début de solution à l'impasse du dialogue politique national semble enclenché. La coalition au pouvoir a convié les partis de l'opposition à des concertations pour apaiser la tension politique. Une rencontre qui a cependant vu le boycott d'une partie de l'opposition dirigée par l'ancien président Abdoulaye Wade. Suivons ce reportage d'Amadou Sabarba et Abdallah Swelem. Une soixantaine d'orateurs pour 2 tours d'horloge, c'est ainsi qu'est lancé le dialogue entre pouvoir et opposition. Les cartes nationales biométriques, la refonte du fichier électoral, entre autres points, sont au menu des discussions. Moi, je suis pour l'audit du fichier électoral, avec la participation que le ministre l'a indiqué d'ailleurs, de l'ensemble des partis politiques, de tous les techniciens, des personnalités indépendantes, qu'on sache que voilà ce qu'il y a dans le fichier électoral. À partir de ce moment, je pense qu'on arrêtera de parler du fichier électoral, de l'audit du fichier électoral. Le grand absent est le Parti démocratique sénégalais. L'ancien président Abdoulaye Wade et ses alliés avaient posé des préalables, notamment réinstaurer le consensus de toute la classe politique sur le processus démocratique. Pour le pouvoir, le pari est réussi, puisque les 3/4 des partis politiques légalement constitués sont représentés à ces concertations. Quand on mettait les cadres, on a mis sur pied un comité de suivi. Mais ces partis-là avaient boycotté ce comité de suivi. Or, c'est dans ce cadre du comité de suivi que le travail s'est fait régulièrement, un travail de monitoring. Ils ont décidé d'être à côté, de regarder les choses se faire. Regarder les choses peut-être créer des difficultés. Attendre après pour venir dire que c'est mauvais, on a fait ceci, on devait faire cela. Pourquoi on n'est pas venu le faire? Mais ça, c'est inacceptable.
Cette rencontre avec l'opposition sénégalaise et la société civile est la deuxième du genre depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République Macky Sall. Des recommandations issues de ce dialogue pourraient rapprocher les deux camps en termes de responsabilité politique et gouvernementale. Parlons d'élections à présent avec les Algériens qui votent aujourd'hui pour élire leurs responsables locaux. Près de 23 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Le dépouillement des bulletins désignera les nouveaux membres des quelques 1500 assemblées populaires communales, mais aussi 48 assemblées populaires de wilaya. Mais le spectre de l'abstention plane sur l'Algérie. C'est l'enjeu principal de ce scrutin qui a été marqué par une campagne morose. Le décryptage maintenant de Kader Abderrahmine, chercheur spécialiste du Maghreb. Il est au micro de nos confrères de Radio Méditerranée Internationale. L'abstentionnisme est devenu aujourd'hui le principal acteur politique en Algérie, malheureusement. Donc je ne pense pas que les élections communales qui ont lieu ces jours-ci dérogeront quasiment à ce qui est devenu une règle en Algérie. C'est ça qui est terrible, c'est une tragédie dont on ne prend pas conscience. À partir du moment où les citoyens des pays se détournent de la vie de leur pays, qu'est-ce qu'il reste? Ça signifie simplement que ce pays a modifié le rapport qu'il y a entre les citoyens et ceux qui les dirigent. Donc c'est terrible, s'il n'y a pas de prise de conscience rapide, voilà un grand pays qui a un rôle important à jouer, qui pourrait lui aussi sombrer dans un chaos institutionnel, compte tenu du fait que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est, comme chacun sait, malade, que la question de la succession n'est pas réglée et que s'il venait à disparaître, on ne sait absolument pas comment cette succession se déroulerait. La 4e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales se poursuit à Abidjan. Nos reporters Fama Dione et Romuald Dago ont fait une excursion dans la forêt en miniature du Sahara. C'est un stand hors du commun que je vous invite à découvrir maintenant. Bienvenue dans la forêt ivoirienne. Ici, la flore est totalement reconstituée du nord au sud du pays avec des plantes diverses pour montrer la richesse de la verdure ivoirienne. Ce stand aux allures de forêt est une invitation au reboisement à travers le concept zéro déforestation. Toute personne qui fait tout ce tour doit comprendre qu'est-ce qu'on a perdu, parce que la plupart du temps, ce qui est là n'existe plus dans le milieu naturel. Il faut dans les parcs et certaines forêts classées. C'est montrer que notre nature regorge de merveilles. C'est peut-être souvent par ignorance que nous n'avons pas la culture de planter un arbre. Le couvert végétal ivoirien est gravement menacé depuis plusieurs années. Les autorités ivoiriennes invitent dès lors à la sauvegarde des espèces en voie de disparition et à la protection de la nature. Toutes les sociétés, toutes les personnes qui investissent dans les cultures pérennes en Afrique de l'Ouest, comme nous, doivent être tout à fait conscients de l'importance de préserver les écosystèmes naturels. Et comme ça a été très bien mis en avant par le guide sur cette visite, la meilleure façon de protéger la forêt, c'est aussi d'être plus performant sur les espaces qui sont plantés. Selon le code forestier, la superficie des forêts ivoiriennes est passée de 7,8 millions d'hectares en 1990 à 3,4 millions en 2015. Dès lors, il s'agit pour ce groupe de sensibiliser la population ivoirienne, en particulier celle du monde rural, à la sauvegarde et à la protection de la biodiversité. C'est tout pour ce journal. Retrouvons ensuite l'invité de la rédaction. L'édition de Dakar, elle reviendra juste après.